podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert, et ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé voisinage. Les voisins avec lesquels vous avez envie d'entretenir une relation, ceux qui vous inquiètent, ceux dont on tombe amoureux, ceux que vous apercevez peut-être en ce moment même à travers votre rideau, si vous êtes en train d'étendre le linge dans le salon ou allongé sur le canapé. Certains ont des vies que vous ne soupçonnez pas, et ils peuvent changer la vôtre, par ce qu'ils sont, par une attitude, un rapport au monde, ou une lettre déposée un jour parmi votre courrier. Cet épisode de Transfert est signé Élise Costa avec Alexandre Moniol. Quand cette histoire m'est arrivée, c'était en 1997 et j'avais 20 ans. J'habitais dans la banlieue sud de Paris, j'étais étudiante, je travaillais aussi dans un fast-food pour payer mes études. J'habitais dans mon appart toute seule, mais bon, j'avais un copain qui était très très souvent là aussi, mais quand même, c'était chez moi, donc voilà. Et j'avais un chat. Non, j'avais 2 chats. J'étais hyper passionnée parce que j'étudiais, je savais exactement où je voulais aller dans la vie. J'écoutais énormément de musique. Je lisais énormément de journaux, énormément de bouquins. Puis j'étais à fond sur Internet, donc c'était les débuts, mais j'étais déjà à fond dedans, puisque mon mec était ingénieur et que du coup on avait déjà ordi, Internet à la maison et tout, même si c'était très lent. Donc j'étais pas foncièrement dans mon époque, j'anticipais ce qui arrivait. Moi j'ai jamais été super sociale quand je suis chez moi en tout cas. Donc j'ai jamais trop cherché à discuter avec mes voisins. Je me suis toujours dit que moins je les connaissais et mieux je me portais. Mais bon, il y en avait quand même 2, des voisins de palier qui étaient vraiment les portes à côté de chez moi. Donc je suis polie, je suis bien élevée, je leur disais bonjour. Puis bon, on a fini quand même par discuter un petit peu à force de se croiser, par prendre des cafés les uns chez les autres, mais pas plus que ça. C'est arrivé juste quelques fois. Et on entretenait quand même des rapports de bon voisinage quand les uns et les autres partions en vacances. On prenait le courrier, on allait arroser les plantes ou nourrir les chats ou les chiens qu'on gérait pendant les absences des autres. Un jour, je suis allée prendre mon courrier et j'ai trouvé une enveloppe pas adressée. Il n'y avait pas de nom, pas d'adresse dessus. Vraiment une enveloppe vierge, quoi. Je suis rentrée chez moi, je l'ai ouverte et là, j'ai trouvé des coupures de presse. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les coupures de presse, c'était pas des choses qu'on imprimait depuis Internet, c'était vraiment des bouts de journaux, de papier journal découpés, en fait. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Évidemment, je les ai lus tout de suite. J'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait, mais au bout d'un moment, un nom était cité, et là, c'était le nom de l'amoureux de ma voisine, qui était arrivé nouvellement dans sa vie. Ce qui m'avait un peu étonnée, parce que je l'avais toujours connue très seule et très bigote et très raisonnable, à s'occuper de sa fille toute seule, et c'était pas quelqu'un d'expansif. Et enfin voilà, je l'imaginais pas avec quelqu'un. Et d'ailleurs, cette personne-là, le mec avait rien à voir avec elle, quoi. Voilà, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Qui sait ? Alors physiquement, c'est quelqu'un qu'on aurait pu croiser dans un relais de routier sur la Nationale 20, avec tous les clichés que ça implique, mais il avait le physique d'un bon Allemand, bien sorti de sa forêt noire, très trapu, très massif, mais le bon gars, tu vois, le mec qui dégage des bonnes énergies. S'il m'avait dit qu'il était agriculteur, ça m'aurait pas du tout étonné. S'il m'avait dit qu'il était charpentier, en tout cas, un mec qui, physiquement, en imposait. Et donc, je connaissais son nom, et j'ai reconnu son nom dans les coupures de presse que j'ai trouvées dans ma boîte aux lettres. Et j'ai donc appris qu'il avait tué l'amant de sa femme, qu'il l'avait découpé en morceaux, qu'on avait retrouvé les morceaux tout autour de la maison, de sa femme, de son ex-femme, en fait. Ils s'étaient séparés récemment, en fait.
Et c'est là qu'il avait commencé à avoir des accès de violence, j'imagine. Enfin bref, j'ai appris en lisant donc qu'il avait tué l'amant de sa femme, qu'il l'avait découpé en morceaux et qu'il avait fait de la prison et que visiblement il en était sorti, ce que ne disaient pas les journaux bien sûr, mais puisque c'était devenu le mec de ma voisine, que je le voyais aller et venir librement, c'est qu'il n'était plus du tout en prison. J'étais choquée d'abord. Enfin, on ressent des trucs dans son ventre, un peu comme quand tu tombes amoureux, sauf que là c'est pas agréable. Je me suis tout de suite demandé si ma voisine était au courant en fait, parce que lui je le connaissais un peu quand même et puis je l'aimais bien, donc j'étais un peu emmerdée. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'appelle ma voisine, donc je l'appelle à son travail. J'en ai pas parlé à mes voisins. J'en ai pas parlé à mon mec non plus. Je voulais d'abord, moi, avoir plus d'informations, en fait. Elle passe me voir pendant le week-end et là, elle m'explique tout. Donc elle était très croyante et puis elle avait commencé à faire partie d'un groupe, ça lui avait été proposé par le prêtre de sa paroisse, lié à l'aumônerie d'une prison qui n'était pas très loin de là où on était. Et elle avait un groupe de correspondance avec des détenus en fait. Et donc elle avait commencé à échanger régulièrement des lettres avec ce mec. Et à force d'échanges, elle avait eu envie de le rencontrer. C'était pas une obligation, elle me l'avait expliqué. Ils pouvaient juste faire des échanges par lettres ou bien finir par rencontrer en visite au parloir leurs correspondants quand ça faisait un certain temps déjà qu'ils échangeaient. Elle m'avait expliqué que son histoire l'avait touchée, mais elle n'avait pas été très bavarde là-dessus. Enfin, je ne l'ai pas interrogée là-dessus non plus. On n'était pas amis non plus. Je n'étais pas en position de lui demander des détails sur sa vie amoureuse. Puis je l'avais juste laissé parler, en fait. J'écoutais. Voilà, j'estimais pas qu'elle devait me rendre des comptes non plus, en fait. J'étais déjà juste sincèrement curieuse et puis dans une disposition plutôt bienveillante parce que, a priori, je les aimais bien, en fait. Donc, voilà. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle était tombée amoureuse. Elle avait eu un coup de foudre lors du premier parloir, en fait, et qu'elle-même, elle en était la première surprise. Mais qu'elle se sentait en confiance avec lui et qu'elle s'était laissée aller petit à petit à cette relation qui commençait à se transformer un petit peu. Et quand il était sorti de prison, ils s'étaient revus et puis ils avaient fini par coucher ensemble et puis recoucher ensemble et puis recoucher ensemble et elle découvrait la vie. Mais je me souviens que ça, elle me l'avait raconté avec... elle avait l'air content et puis du coup, on pouvait être que content. Enfin, moi, j'étais contente pour elle, en fait. Franchement, je me disais, c'est cool qu'elle baise un peu. Parce qu'elle avait pas une vie fun toute seule avec sa gamine. C'était pas facile, quoi. Donc, moi, j'étais plutôt contente pour elle, en fait. Elle avait l'air elle était très calme. Elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle faisait. Et du coup, ça m'a plutôt enjointe à lui faire confiance par rapport à ça. Et elle m'avait dit, voilà, il n'est pas au courant que tu es au courant, mais si tu souhaites lui en parler, je peux lui en parler. Je suis sûre qu'il voudra bien discuter avec toi, t'expliquer. Tu sais, il t'aime bien. Et puis, il est plutôt dans cette démarche d'assumer ce qu'il a fait. Ça peut aussi l'aider, en gros. Voilà, donc à toi de voir. Prends le temps de réfléchir. Voilà. Alors, il avait déjà eu les clés de mon appartement. Une fois où j'étais partie en week-end, je lui avais laissé les clés parce qu'elle était absente elle aussi. Et comme il était chez elle, il pouvait s'occuper des chats. Il me semble que j'avais dit quelque temps avant à ma voisine que j'aurais sans doute besoin d'eux à nouveau pour s'occuper des chats, parce qu'on était en train de préparer des vacances pour l'été, quelques mois après. Et que je voulais m'assurer, vu que ce serait un long séjour, qu'ils soient bien là au mois d'août, en fait. Et c'est peu de temps après que j'avais trouvé cette enveloppe dans ma boîte aux lettres. Je me suis d'abord demandé, j'ai d'abord voulu garder ça pour moi tant que j'avais pas réglé une première question qui était est-ce que j'étais en droit de lui demander de s'expliquer là-dessus. Passer la première réaction qu'on peut avoir en découvrant une histoire pareille, qui est une réaction de peur, j'ai repensé à la relation qu'on avait déjà établie, même si c'était juste une relation de bon voisinage, c'est quand même une relation en fait. Et quand tu as confié tes clés à quelqu'un, c'est que tu as déjà décidé de lui faire confiance. Donc c'est quelqu'un à qui
pour ma relation avec lui et pour mon présent avec lui, j'avais déjà décidé, c'était déjà quelqu'un à qui je faisais confiance en fait. J'y ai pensé aussi en me souvenant que c'est un mec qui avait souvent la tête rentrée comme ça, la position de la honte en fait. Je sais que j'y ai repensé à ce moment-là en fait. Il portait quelque chose. C'était physiquement, ça se voyait en fait. Il avait la tête un peu rentrée, les épaules un peu voûtées, très humble comme ça, alors que sa stature physique appelait plutôt à un truc bien posé en fait. Donc, et ensuite, je me suis demandé s'il fallait que j'en parle à mon mec, à mon père, qui avait des clés aussi, qui connaissait les voisins aussi, enfin voilà. Mais je me suis dit que c'était à moi qu'elle avait transmis le message et pas à mon mec, alors qu'elle le connaissait très bien, qu'elle aurait pu lui en parler aussi. Voilà. Et puis, de toute façon, c'était chez moi. Il habitait pas encore avec moi, donc c'était chez moi, c'était mes chats, c'était à moi de prendre ma décision, en fait. Moi, j'ai déjà été agressée dans ma vie, donc j'avais aussi un positionnement de... Pas chat échaudé, craint l'eau froide, mais... Je sais que des gens peuvent péter un plomb et devenir violents d'une minute à l'autre, en fait. À ce moment-là, je le sais déjà, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Pas que moi, je sois devenue violente, mais que j'ai déjà vu des gens ne pas l'être naturellement, le devenir d'un coup. Soit parce qu'ils avaient trop bu, soit parce qu'ils avaient pris des trucs, soit parce qu'ils étaient dans un moment de désespoir, soit parce qu'ils pétaient un plomb. Enfin, je sais qu'on peut tous, à ce moment-là, je sais qu'on peut tous avoir un moment de bascule, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que je prends bien le temps de réfléchir, de pas avoir une réaction à l'emporte-pièce. Je sais que j'ai aussi pensé à ne pas le blesser. Ça peut en étonner certains, ça peut sembler paradoxal, mais bon, pour moi, du moment qu'il avait purgé sa peine, j'ai vite résolu cette question-là d'un point de vue d'un principe moral, en fait. C'est là que ça m'emmerdait, c'est que si j'ai pas à le condamner, quel est le but d'une discussion avec lui ? Sinon, pour juger à la fin. Donc j'avais décidé que s'il voulait en parler, je serais open et que j'allais dire à ma voisine, écoute, tu peux l'informer du fait que je suis au courant et que s'il veut m'en parler, il peut venir me voir. Mais sinon, moi, j'en ai déjà assez parlé avec toi. Donc là, je parlais à ma voisine pour savoir, en fait. Voilà. Et elle me dit, écoute, ça, je l'ai recroisé dans le couloir quelques temps après. Elle me dit, ok, je lui en parle et on va voir. Donc, ma voisine a dû dire à son mec que j'étais ouverte à la discussion. Puisqu'un jour, il a mis un mot, lui aussi, dans ma boîte à lettres, mais pas des coupures de presse. Il m'a mis un petit mot en me disant, écoute Lara, si tu veux prendre un café, tu sais pourquoi, je suis là dimanche, voilà. Donc j'ai dit ok. Et puis bon, c'est le seul moment de peur que j'ai eu, de réelle peur. Le moment où je me suis dit... qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas le voir chez elle ? Mais alors du coup, vous ne serez pas seul pour discuter. Est-ce que tu lui proposes d'aller le voir dans un café ? Mais c'est pas normal parce que d'habitude, il vient chez toi, donc il va sentir que tu te méfies. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah non, je veux pas le mettre mal. On va se voir à la maison, après tout. Enfin voilà, c'est toujours lui, en fait. Donc il est venu à la maison et puis là, oui, on a discuté. Il m'a raconté son histoire. C'était très clair, c'était très fluide, je l'ai vraiment cru, sincère. Et puis, plus il me parlait, plus je me sentais autorisée à poser des questions. Alors forcément, une histoire pareille, ça rend quand même super curieux. Donc j'ai fini par lui poser des questions. Mais il y a des réponses qu'il pouvait pas me fournir parce qu'il avait des trous noirs aussi dans son histoire. Alors il se souvenait de l'avoir tué, mais il se souvenait pas de l'avoir découpé. Il avait un trou noir à partir du moment où il sortait de chez son ex-femme, où son amant se trouvait seul quand il avait attendu que son ex-femme s'en aille au travail le matin pour aller tuer son amant, son nouveau mec en fait. Hein, mais lui, il l'appelait son amant. Alors, j'ai pas demandé de détails. J'avais pas envie de visualiser la scène non plus. Je voulais pas trop être polluée par ça. Donc j'ai pas demandé de détails, mais enfin voilà, il m'a quand même expliqué comment il l'avait tué avec un grand couteau de cuisine qu'il avait trouvé dans la cuisine, mais dont il savait très bien où il était planqué,
puisque lui-même avait vécu là avant. Donc il a tué le nouveau mec de son ex-femme dans son ancien chez lui. Enfin voilà, il m'a parlé de ça aussi. Je me souviens, il s'en voulait d'avoir taché la moquette, par exemple. Ça, c'est un détail qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'il m'a parlé de son regret d'avoir taché la moquette et pas parlé de son regret d'avoir tué le mec, en fait. Ça, il l'a dit beaucoup plus tard dans la discussion, pas quand il m'a raconté la scène. 7 morceaux, quand même, c'est ouf, quoi. Il y avait 7 sacs poubelles autour de cette baraque, quoi. Donc, enfin, à la scie. À la fin, du coup, je sais que je lui ai demandé, mais alors, comment tu peux t'excuser d'un truc Est-ce que tu t'es excusé déjà auprès de la famille ? Et donc là, il m'a dit oui, bien sûr. Et puis il me dit, tu sais, si je suis tout le temps à chercher du travail, c'est parce que je veux qu'ils soient remboursés, je veux les rembourser. Qui sait que jamais il pourrait réparer ce qu'il avait fait et qu'il était désolé, mais que bon, ce qu'il pouvait faire au moins, c'était travailler pour rembourser la famille de la victime, en fait. Donc il tenait vraiment à payer son dû, en fait. Donc ça me semblait aller dans le sens d'une rédemption, mais pas dans le sens religieux du terme. Le mec voulait se racheter. En discutant avec lui, j'ai réalisé que j'étais prête à lui donner mes clés. J'avais toujours le même mec en face de moi. C'est juste que là, il m'avait raconté une partie de son histoire. À l'époque où cette histoire est arrivée, j'étais profondément athée, incroyante, limite bouffe curée. J'avais comme un soupçon de condescendance vis-à-vis de ma voisine et de son côté catholique très très prononcé, qui va à la paroisse tous les dimanches, qui est actif dans son aumônerie, qui prend le temps sur sa vie perso d'échanger avec un détenu. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. Je me suis demandé aussi pourquoi elle l'accueillait, en fait. Comment on pouvait tomber amoureuse d'un monstre ? En gros, c'était ça la question. Qu'est-ce qu'il fallait mobiliser pour être capable de dépasser un acte odieux qui avait été commis par quelqu'un avec qui on n'est pas encore en relation pour elle, mais ne serait-ce que dans un échange. Je me suis dit tout de suite que c'était lié à ce qu'on appelle la charité chrétienne, puisqu'elle vivait vraiment selon ces valeurs-là. Je savais déjà ce que c'était que l'empathie. Je savais déjà ce que c'était que de prendre soin de quelqu'un au détriment de soi-même. J'avais déjà vécu ça dans ma propre vie. Donc le dépassement de soi que ça demande, l'humilité, l'abandon des réflexes de l'ego et de l'orgueil, et puis des réflexes que sont la peur, la méfiance. Enfin, j'étais déjà sensibilisée à tous ces trucs-là, et en fait, l'ensemble de ces trucs-là fait qu'on arrive à constituer ce qu'est la charité chrétienne. C'est ce que j'ai réalisé à l'époque. Très tôt, on parle de meurtre à nos enfants dans les contes qu'on leur lit, on les met en garde par rapport à ça. Voilà, ces grands accès de violence-là, c'est quand même des questionnements métaphysiques derrière pour tout un chacun. On peut y trouver l'occasion de prendre vraiment de la hauteur et de se poser les questions vraiment sérieusement. C'était un moment humainement important et je le sentais. Ce qui m'a intéressée dans le comportement de ma voisine, c'est ce qui motivait son comportement à elle. J'ai compris qu'elle était capable de passer outre les réactions de rejet qu'elle aurait pu légitimement avoir, parce qu'elle avait une philosophie de vie et une ligne de conduite liée à sa religion. Ça aurait pu venir d'une autre religion ou de la pratique des arts martiaux, ou en tout cas, voilà, de plein d'autres choses. Mais en fait, ce dont elle avait été capable, c'était de bienveillance, de sang-froid, d'une forme de détachement, dans le sens où elle n'a pas fait de son histoire à lui un enjeu personnel à elle. Et je pense qu'on peut sauver la vie de quelqu'un en faisant ça. Alors bien évidemment, la grande question, c'était qui a mis les coupures de presse dans cette enveloppe et dans ma boîte aux lettres. Et quelques temps plus tard,
Je lui ai redemandé, en la recroisant dans le couloir, après l'avoir vu lui, après qu'on en ait parlé, après qu'on ait décidé de rester bons voisins. Je lui en ai reparlé vite fait dans le couloir. Je lui ai dit, écoute, au fait, t'as cherché à savoir, t'as une idée d'où ça pouvait venir, de qui a pu me prévenir. Et là, elle a eu un sourire, mais que je connaissais pas chez elle. Genre un sourire entendu. Et des yeux qui se ferment un peu comme ça pour te rassurer. Et elle m'a dit un truc du genre t'inquiète pas pour ça ou t'en fais pas pour ça, l'un ou l'autre. Un an après, je déménage avec mon mec, on part s'installer à Toulouse. On avait 4 chats, dont une qui était moitié sauvage, et que j'aimais énormément, et que je voulais surtout pas rendre malheureuse, que je voulais surtout pas perdre, mais que je ne pouvais pas emmener à Toulouse, parce que l'appartement qu'on y avait trouvé lui interdirait de sortir, et que un chat sauvage, si tu lui interdis de sortir, il pète un plomb, il est triste comme les pierres, et moi je voulais pas lui imposer ça. Et Marie, puisque le chat s'appelait comme ça, allait tout le temps squatter, faire des câlins aux voisins. De plus en plus, elle l'aimait vraiment beaucoup. Et après tout, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas à eux que je devrais confier mon chat. Au final, il s'est occupé de mon chat pendant les 5 ans qui ont suivi, jusqu'à ce qu'elle meure de sa belle mort. Et il s'en est très très bien occupé. Donc, comme quoi, j'ai eu raison de lui faire confiance. Cet épisode est signé Élise Costa avec Alexandre Mognol. C'est Pauline Thompson qui a fait la musique et Jean-Baptiste Aubonnet qui a mixé. J'espère qu'il vous a plu, que vous viendrez le noter sur iTunes, nous laisser des commentaires. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Et qu'elle-même, elle en était la première surprise, mais qu'elle se sentait en confiance avec lui et qu'elle s'était laissée aller petit à petit à cette relation qui commençait à se transformer un petit peu. Et quand il était sorti de prison, ils s'étaient revus et puis ils avaient fini par coucher ensemble et puis recoucher ensemble et puis recoucher ensemble, et elle découvrait la vie. Mais je me souviens que ça, elle me l'avait raconté avec... elle avait l'air content et puis du coup, on pouvait être que content. Enfin, moi, j'étais contente pour elle, en fait. Franchement, je me disais, c'est cool qu'elle baise un peu. Parce qu'elle avait pas une vie fun toute seule avec sa gamine. C'était pas facile, quoi. Donc, moi, j'étais plutôt contente pour elle, en fait. Elle avait l'air elle était très calme. Elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle faisait. Et du coup, ça m'a plutôt enjointe à lui faire confiance par rapport à ça. Et elle m'avait dit, voilà, il n'est pas au courant que tu es au courant, mais si tu souhaites lui en parler, je peux lui en parler. Je suis sûre qu'il voudra bien discuter avec toi, t'expliquer. Tu sais, il t'aime bien. Et puis, il est plutôt dans cette démarche d'assumer ce qu'il a fait. Ça peut aussi l'aider, en gros. Voilà, donc à toi de voir. Prends le temps de réfléchir. Voilà. Alors, il avait déjà eu les clés de mon appartement. Une fois où j'étais partie en week-end, je lui avais laissé les clés parce qu'elle était absente elle aussi. Et comme il était chez elle, il pouvait s'occuper des chats. Il me semble que j'avais dit quelque temps avant à ma voisine que j'aurais sans doute besoin d'eux à nouveau pour s'occuper des chats, parce qu'on était en train de préparer des vacances pour l'été, quelques mois après. Et que je voulais m'assurer, vu que ce serait un long séjour, qu'ils soient bien là au mois d'août, en fait. Et c'est peu de temps après que j'avais trouvé cette enveloppe dans ma boîte aux lettres. Je me suis d'abord demandé, j'ai d'abord voulu garder ça pour moi tant que j'avais pas réglé une première question qui était est-ce que j'étais en droit de lui demander de s'expliquer là-dessus. Passer la première réaction qu'on peut avoir en découvrant une histoire pareille, qui est une réaction de peur, j'ai repensé à
la relation qu'on avait déjà établie, même si c'était juste une relation de bon voisinage, c'est quand même une relation, en fait. Et quand tu as confié tes clés à quelqu'un, c'est que tu as déjà décidé de lui faire confiance. Donc c'est quelqu'un à qui, pour ma relation avec lui et pour mon présent avec lui, j'avais déjà décidé, c'était déjà quelqu'un à qui je faisais confiance, en fait. J'y ai pensé aussi en me souvenant que c'est un mec qui avait souvent la tête rentrée comme ça, la position de la honte, en fait. Je sais que j'y ai repensé à ce moment-là, en fait. Il portait quelque chose. C'était physiquement, ça se voyait, en fait. Il avait la tête un peu rentrée, les épaules un peu voûtées, très humble comme ça, alors que sa stature physique appelait plutôt à un truc bien posé, en fait. Donc, et ensuite, je me suis demandé s'il fallait que j'en parle. Si je suis tout le temps à chercher du travail, c'est parce que je veux qu'ils soient remboursés, je veux les rembourser. Qui sait que jamais il pourrait réparer ce qu'il avait fait et qu'il était désolé, mais que bon, ce qu'il pouvait faire au moins, c'était travailler pour rembourser la famille de la victime, en fait. Donc, il tenait vraiment à payer son dû, en fait. Donc, ça me semblait aller dans le sens d'une rédemption, mais pas dans le sens religieux du terme. Le mec voulait se racheter. En discutant avec lui, j'ai réalisé que j'étais prête à lui donner mes clés. J'avais toujours le même mec en face de moi, c'est juste que là, il m'avait raconté une partie de son histoire. À l'époque où cette histoire est arrivée, j'étais profondément athée, incroyante, limite bouffe curée. J'avais comme un soupçon de condescendance vis-à-vis de ma voisine et de son côté catholique très très prononcé, qui va à la paroisse tous les dimanches, qui est actif dans son aumônerie, qui prend le temps sur sa vie perso d'échanger avec un détenu. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. Je me suis demandé aussi pourquoi elle l'accueillait, en fait. Comment on pouvait tomber amoureuse d'un monstre. En gros, c'était ça la question. Qu'est-ce qu'il fallait mobiliser pour être capable de dépasser un acte odieux qui avait été commis par quelqu'un avec qui on n'est pas encore en relation pour elle, mais ne serait-ce que dans un échange. Je me suis dit tout de suite que c'était lié à ce qu'on appelle la charité chrétienne, puisqu'elle vivait vraiment selon ces valeurs-là. Je savais déjà ce que c'était que l'empathie. Je savais déjà ce que c'était que de prendre soin de quelqu'un au détriment de soi-même. J'avais déjà vécu ça dans ma propre vie. Donc le dépassement de soi que ça demande, l'humilité, l'abandon des réflexes de l'ego et de l'orgueil, et puis des réflexes que sont la peur, la méfiance. Enfin, j'étais déjà sensibilisée à tous ces trucs-là, et en fait, l'ensemble de ces trucs-là fait qu'on arrive à constituer ce qu'est la charité chrétienne. C'est ce que j'ai réalisé à l'époque. Très tôt, on parle de meurtre à nos enfants dans les contes qu'on leur lit, on les met en garde par rapport à ça. Voilà, ces grands accès de violence-là, c'est quand même des questionnements métaphysiques derrière pour tout un chacun. On peut y trouver l'occasion de prendre vraiment de la hauteur et de se poser les questions vraiment sérieusement. C'était un moment où la méfiance. Enfin, j'étais déjà sensibilisée à tous ces trucs-là, et en fait, l'ensemble de ces trucs-là fait qu'on arrive à constituer ce qu'est la charité chrétienne. C'est ce que j'ai réalisé à l'époque. Très tôt, on parle de meurtre à nos enfants dans les contes qu'on leur lit, on les met en garde par rapport à ça. Voilà, ces grands accès de violence-là, c'est quand même des questionnements métaphysiques derrière pour tout un chacun. On peut y trouver l'occasion de prendre vraiment de la hauteur et de se poser les questions vraiment sérieusement. C'était un moment humainement important et je le sentais. Ce qui m'a intéressée dans le comportement de ma voisine, c'est ce qui motivait son comportement à elle. J'ai compris qu'elle était capable de passer outre les réactions de rejet qu'elle aurait pu légitimement avoir, parce qu'elle avait une philosophie de vie et une ligne de conduite liée à sa religion. Ça aurait pu venir d'une autre religion
ou de la pratique des arts martiaux, ou en tout cas, voilà, de plein d'autres choses. Mais en fait, ce dont elle avait été capable, c'était de bienveillance, de sang-froid, d'une forme de détachement, dans le sens où elle n'a pas fait de son histoire à lui un enjeu personnel à elle. Et je pense qu'on peut sauver la vie de quelqu'un en faisant ça. Alors bien évidemment, la grande question, c'était qui a mis les coupures de presse dans cette enveloppe et dans ma boîte aux lettres. Et quelques temps plus tard, je lui ai redemandé, en la recroisant dans le couloir, après l'avoir vu lui, après qu'on en ait parlé, après qu'on ait décidé de rester bons voisins, je lui en ai reparlé vite fait dans le couloir. Je lui ai dit, écoute, au fait, t'as cherché à savoir, t'as une idée d'où ça pouvait venir, de qui a pu me prévenir. Et là, elle a eu un sourire, mais que je connaissais pas chez elle. Genre un sourire entendu. Et des yeux qui se ferment un peu comme ça pour te rassurer. Elle m'a dit un truc du genre t'inquiète pas pour ça, ou t'en fais pas pour ça, l'un ou l'autre. Un an après, je déménage avec mon mec, on part s'installer à Toulouse. On avait 4 chats, dont une qui était moitié sauvage, et que j'aimais énormément, et que je voulais surtout pas rendre malheureuse, que je voulais surtout pas perdre, mais que je ne pouvais pas emmener à Toulouse, parce que l'appartement qu'on y avait trouvé lui interdirait de sortir, et que un chat sauvage, si tu lui interdis de sortir, il pète un plomb, il est triste comme les pierres, et moi je voulais pas lui imposer ça. Et là, elle m'explique tout. Donc elle était très croyante, et puis elle avait commencé à faire partie d'un groupe, ça lui avait été proposé par le prêtre de sa paroisse, lié à l'aumônerie d'une prison qui n'était pas très loin de là où on était. Et elle avait un groupe de correspondance avec des détenus, en fait. Et donc elle avait commencé à échanger régulièrement des lettres avec ce mec. Et à force d'échanges, elle avait eu envie de le rencontrer. C'était pas une obligation, elle me l'avait expliqué. Ils pouvaient juste faire des échanges par lettres, ou bien finir par rencontrer en visite au parloir leurs correspondants quand ça faisait un certain temps déjà qu'ils échangeaient. Elle m'avait expliqué que son histoire l'avait touchée, mais elle n'avait pas été très bavarde là-dessus. Enfin, je l'ai pas interrogée là-dessus non plus. On n'était pas amis non plus. J'étais pas en position de lui demander des détails sur sa vie amoureuse. Puis je l'avais juste laissé parler. En fait, j'écoutais. Voilà, j'estimais pas qu'elle devait me rendre des comptes non plus. En fait, j'étais déjà juste sincèrement curieuse et puis dans une disposition plutôt bienveillante parce que a priori je les aimais bien en fait. Donc voilà. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle était tombée amoureuse. Elle avait eu un coup de foudre lors du premier parloir, en fait, et qu'elle-même, elle en était la première surprise, mais qu'elle se sentait en confiance avec lui et qu'elle s'était laissée aller petit à petit à cette relation qui commençait à se transformer un petit peu. Et quand il était sorti de prison, ils s'étaient revus et puis ils avaient fini par coucher ensemble et puis recoucher ensemble et puis recoucher ensemble et elle découvrait la vie. Mais je me souviens que ça, elle me l'avait raconté avec... elle avait l'air content et puis du coup, on pouvait être que content. Enfin, moi, j'étais contente pour elle, en fait. Franchement, je me disais, c'est cool qu'elle baise un peu. Parce qu'elle avait pas une vie fun toute seule avec sa gamine. C'était pas facile, quoi. Donc moi j'étais plutôt contente pour elle en fait. Elle avait l'air elle était très calme. Elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle faisait. Et du coup ça m'a plutôt enjointe à lui faire confiance par rapport à ça. Et elle m'avait dit voilà, il n'est pas au courant que tu es au courant, mais si tu souhaites lui en parler, je peux lui en parler. Je suis sûre qu'il voudra bien discuter avec toi, t'expliquer. Tu sais, il t'aime bien. Et puis il est plutôt dans cette démarche d'assumer ce qu'il a fait. Ça peut aussi l'aider, en gros. Voilà, donc à toi de voir. Prends le temps de réfléchir. Voilà. Alors, il avait déjà eu les clés de mon appartement. Une fois où j'étais partie en week-end, je lui avais laissé les clés parce qu'elle était absente elle aussi. Et comme il était chez elle, il pouvait s'occuper des chats. Il me semble que j'avais dit quelque temps avant à ma voisine que j'aurais sans doute besoin d'eux à nouveau pour s'occuper des chats.
un peu comme quand tu tombes amoureux, sauf que là, c'est pas agréable. Je me suis tout de suite demandé si ma voisine était au courant, en fait. Parce que lui, je le connaissais un peu quand même, et puis je l'aimais bien, donc j'étais un peu emmerdée. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'appelle ma voisine. Donc je l'appelle à son travail. J'en ai pas parlé à mes voisins. J'en ai pas parlé à mon mec non plus. Je voulais d'abord, moi, avoir plus d'informations, en fait. Elle passe me voir pendant le week-end, et là, elle m'explique tout. Donc elle était très croyante, et puis elle avait commencé à faire partie d'un groupe, ça lui avait été proposé par le prêtre de sa paroisse, lié à l'aumônerie d'une prison qui n'était pas très loin de là où on était. Et elle avait un groupe de correspondance avec des détenus, en fait. Et donc elle avait commencé à échanger régulièrement des lettres avec ce mec. Et à force d'échanges, elle avait eu envie de le rencontrer. C'était pas une obligation, elle me l'avait expliqué. Ils pouvaient juste faire des échanges par lettres ou bien finir par rencontrer en visite au parloir leurs correspondants quand ça faisait un certain temps déjà qu'ils échangeaient. Elle m'avait expliqué que son histoire l'avait touchée, mais elle n'avait pas été très bavarde là-dessus. Enfin, je l'ai pas interrogée là-dessus non plus. On n'était pas amis non plus. J'étais pas en position de lui demander des détails sur sa vie amoureuse. Puis je l'avais juste laissé parler. En fait, j'écoutais. Voilà, j'estimais pas qu'elle devait me rendre des comptes non plus. En fait, j'étais déjà juste sincèrement curieuse et puis dans une disposition plutôt bienveillante parce que a priori je les aimais bien en fait. Donc voilà. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle était tombée amoureuse. Elle avait eu un coup de foudre lors du premier parloir, en fait, et qu'elle-même, elle en était la première surprise, mais qu'elle se sentait en confiance avec lui et qu'elle s'était laissée aller petit à petit à cette relation qui commençait à se transformer un petit peu. Et quand il était sorti de prison, ils s'étaient revus et puis ils avaient fini par coucher ensemble et puis recoucher ensemble et puis recoucher ensemble et elle découvrait la vie. Mais je me souviens que ça, elle me l'avait raconté avec... elle avait l'air content et puis du coup, on pouvait être que content. Enfin, moi, j'étais contente pour elle, en fait. Franchement, je me disais, c'est cool qu'elle baise un peu. Parce qu'elle avait pas une vie fun toute seule avec sa gamine. C'était pas facile, quoi. Donc moi j'étais plutôt contente pour elle en fait. Elle avait l'air elle était très calme. Elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle faisait. Et du coup ça m'a plutôt enjointe à lui faire confiance par rapport à ça. Et elle m'avait dit voilà, il n'est pas au courant que tu es au courant, mais si tu souhaites lui en parler, je peux lui en parler. Je suis sûre qu'il